que je refuse de vivre dans l'errance et la prostitution spirituelle. Parce que je sais que je n'obtiendrai jamais la bénédiction divine en piétinant la mémoire de mes ancêtres. Parce que mes ancêtres, qui sont mes grands-grands-grands-parents, ne peuvent que m'aimer et me protéger. Je participe à la construction du temple ancestral de Mukadilomuya. Yes, je participe. Je participe. Je participe. Elle participe, hein? Oui, on participe. Of course, I donate. Bien sûr, je participe. Yes, I donate. I donate. Il faut participer à la construction du temple ancestral du Mukadilomuya. Je participe. L'unité est notre but, la victoire est notre destinée. Unity is our aim. Victory is our destiny. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous savoir nombreux encore une fois devant vos écrans télé, smartphones, tablettes, ordinateurs pour votre émission Afro-Lumière. Afro-Lumière est une émission qui aborde des thèmes afrocentrés avec des personnes ressources. Et ce jour, nous sommes allés à la rencontre de l'une de ces personnes ressources que vous allez découvrir avec nous tout de suite. Monsieur Yamba Yamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ancien conseiller économique, financier, audit et politique de feu Étienne Tshisekedi. Par-dessus tout, vous êtes panafricaniste. Accepteriez-vous de répondre à quelques-unes de nos questions? Volontiers. Monsieur Yamba Yamba, il existe plusieurs modèles démocratiques, modèles de démocratie à travers le monde, on le constate. On parle aujourd'hui de modèle européen, on parle même d'un modèle chinois, on suppose qu'il pourrait y avoir un modèle russe, peut-être un modèle arabe. Et nous avons les pays africains qui essayent, semble-t-il, bon gré mal gré, d'appliquer le modèle européen. Quel serait le modèle idéal, d'après vous, pour permettre l'émergence de l'Afrique en général et celle de la RDC en particulier? Merci beaucoup. Merci d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez. Avant de parler du modèle de démocratie, qui du reste devient le leitmotiv de chaque espace géographique aujourd'hui, il faut reconnaître que l'histoire de l'humanité a permis à un espace géographique, à une race, de croire qu'après Dieu, c'est eux. Et s'est imposé véritablement pour construire une dynamique d'universalisation véritablement de son modèle de développement, de son modèle de démocratie, je crois que de son modèle d'action. J'allais dire la race blanche. Aujourd'hui, cette race n'a que 13% de la population mondiale. Et imaginez-vous, 13%, et on veut s'imposer sur l'ensemble du monde. Bon, elle s'est donnée véritablement comme leitmotiv d'être sacrée, d'être la race de prédilection, la race supérieure. Et c'est comme ça que tous ces espaces que vous citez ont été touchés par véritablement cette race. Et 5 outils ont été utilisés naturellement dans les ramifications. Je considère le premier outil, c'est la religion. Cette religion est venue en Afrique, est allée en Asie, est allée en Europe. En fait, c'est l'Europe occidentale, bien entendu, ça s'est généralisé jusqu'au niveau de l'Europe orientale. C'est la religion chrétienne. Et on nous a fait croire véritablement que seules les religions, seuls leurs messagers, qui étaient l'unique pour l'ensemble de l'humanité. Regardez. Lorsque vous êtes dans un pays, il y a ce qu'on appelle des villages, des groupements, des quartiers, territoires, etc. À chaque espace, il y a un chef. Il y a quelqu'un qui est appelé à gérer. Et vous pouvez arriver jusqu'au niveau de
du président du pays, le président de la République. Et donc, le monde, Dieu c'était un grand architecte. Il a organisé le monde. C'est comme ça qu'il a fait. Il y a une race blanche, il y a une race jaune, il y a une race noire, etc. Quelque part, Dieu a organisé les choses de telle sorte qu'à chaque niveau, qu'il y ait quelqu'un qui est censé être leur messager. Et donc, de la même manière que la race blanche a un messager, la race jaune doit avoir un messager, la race noire doit avoir un messager. Mais curieusement, c'est la race blanche qui dit, n'a que son messager, qui est le messager de tout le monde. C'est que l'architecture de Dieu, telle que nous le connaissons, est remise en question. Et donc, lorsqu'une race ou une religion vient et s'impose sur vous, vous manquez d'intuition. Vous manquez d'intuition simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, c'est la capacité d'un peuple de bien maîtriser son environnement, d'être vigilant par son environnement, de bien pénétrer son environnement, d'identifier véritablement ce qui peut lui aider à pouvoir avancer. Et quand on vous arrache ça, donc vous devenez véritablement un homme nul. Et c'est un peu ça que nous avons connu en Afrique. Vous avez parlé du modèle asiatique, chinois. Les Chinois ont compris cela. La révolution paysanne déjà en 1929, la révolution culturelle en 1949, ils ont chassé les imams, ils ont chassé les pasteurs, etc. Parce qu'ils ont estimé qu'ils étaient loin de leur environnement, ils étaient loin de leur messager. Je voudrais terminer parce que cette question elle est très importante pour qu'on avance. Et donc, nous avons perdu notre spiritualité. Nous n'avons pas véritablement un modèle parce qu'on nous a arraché la capacité, n'est-ce pas, de comprendre ce que nous représentons en termes de valeurs intrinsèques. Or, quand vous croyez à quelque chose, ça bloque votre raisonnement et notre raisonnement a été bloqué. Deuxième chose, c'est l'école. L'école que nous avons connue a été utilisée pour nous apprivoiser et nous imbéciliser. C'est une école, c'est vrai on parle français comme nous en parlons, on est tous des perroquets, on est tous des récitateurs, on est tous des répétiteurs. Nous n'avons pas de fondation. Un arbre qui n'a pas de racines, il tombe. Quelle est cette société qui est organisée à l'architecture que Dieu a prévue? Et vous ne vous référez nullement à ce qui représente vos valeurs traditionnelles, vos valeurs culturelles, etc. Et on vous enseigne simplement Léopold II, on vous enseigne autant de choses qui viennent de l'extérieur, etc. Et donc, nous avons été trébuchés par nos écoles, et c'est comme ça que vous voyez, personne. On peut avoir 50 doctorats dans notre pays, en Afrique subsaharienne, on ne peut rien faire, parce qu'on est extrêmement perroquet. Vous avez vu, Ebola est arrivé. Et quand Ebola arrive, nous recourons seulement à l'air médecine, à la médecine occidentale. Et personne, nous avons des pharmaciens, nous avons des médecins. Lorsqu'il y a quelque chose qui n'entre pas en ligne de compte de la formation qu'ils ont reçue, et tout de suite ils ne savent pas quoi faire, il faut recourir à la médecine occidentale. Et donc nos docteurs, 10 fois, nos bidocs, nos tridocs, etc., en médecine, en pharmacie, sont incapables de fouiner dans notre superbe végétation pour trouver véritablement des plantes qui ont une certaine vertu. Rien du tout. C'est pas ça ce qui nous intéresse. Simplement parce que nous avons été fabriqués pour servir, n'est-ce pas, aux Occidentaux. Troisième chose, c'est le modèle de démocratie. Ça, on revient. Le modèle, l'architecture institutionnelle qui a été mise en place, c'est une architecture importée. Vous savez que l'Afrique traditionnelle a connu ce que nous avons appelé une démocratie juxtaposée. Aucune société, toute société a une organisation. Nous avons survécu pendant plusieurs siècles, nous-mêmes. Nous avions des royaumes dans nos pays. Et nous avions un mode d'organisation. Mais curieusement, on nous a appelé, on nous a amené ce type d'organisation qu'on considère comme étant la valeur universelle. Et donc, nous avons tenté, nous avons tenté de l'utiliser, de l'appliquer, etc. Ça nous a donné des résultats, ça ne nous a jamais donné de résultats. C'est que quelque part, nous avons laissé notre fondation. Nous sommes grimpés sur leurs idées. Et ça devient un danger public. Et ce que vous avez cité, la Russie s'est révoltée, la Chine s'est révoltée, la Corée du Sud s'est révoltée, justement pour interroger leur environnement
interroger leur patrimoine culturel. Mais nous avons imité et nous continuons véritablement à faire une démocratie titubante, handicapante, qui est véritablement une démocratie de soumission, une démocratie de domination, une démocratie qui du reste est un piège essentiellement, parce qu'en réalité ils savent que notre culture, notre âge culturel ne peut pas permettre à ce que nous puissions appliquer quelque chose qu'ils ont inventé pendant plusieurs siècles. Et donc, ils savent que nous ne pourrons pas réussir. C'est comme ça que ceux qui sont intéressés à cette démocratie, peut-être 1 ou 2% des gens. Et donc, le reste, on soit en dehors de la démocratie, en dehors, n'est-ce pas, des appartenances sociologiques, etc., qui correspondent effectivement à nos réalités. Raison pour laquelle vous avez dit à un moment donné que Kadhafi invente un autre système qui est foncièrement arabe, et qui tient compte des tribus, qui tient compte des ethnies, etc. Et on l'a éliminé, simplement parce qu'il apportait un autre modèle. Donc, disons que la démocratie dont on parle n'est pas universelle. Et j'ai conclu en disant, Edgar Morin, qui est un contemporain, un savant respectable, il a plus de 90 ans aujourd'hui, il a démontré, sur base d'une théorie de la complexité, pour dire qu'il n'y a pas une civilisation, il n'y a pas une valeur qui soit universelle. Chaque espace a son historicité, sa géographie, ses réalités. Et donc on a besoin nécessairement de bâtir un monde où il y a complémentarité, mais chacun doit avoir une fondation. Nous n'avons pas de fondation. Nous avons voulu être ce que les gens qui ont cru être nos maîtres, et voilà, nous entendons longtemps, et nous entendrons vraiment longtemps, parce que si nous ne faisons pas le travail que vous faites, pour que les gens comprennent ça, encore que cela soit inoculé dans les chefs de l'élite politique, on attendra longtemps. Alors, je voudrais embrayer sur cette question de démocratie. Seriez-vous d'accord avec cette idée de feu le président Mobutu qui disait qu'en Afrique, vous ne pouvez pas avoir à un bout le chef du village et à un autre bout le chef de l'opposition? Est-ce que le modèle de démocratie africaine s'oppose au fait qu'il puisse y avoir des opposants? Non, mais l'opposition, c'est une démocratie occidentale. C'est une démocratie occidentale. Nous avons connu une démocratie juste opposée. Allez au village, et vous allez poser la question, comment nos ancêtres ont survécu? Quel était le mode d'organisation? On va vous les relater. Mais effectivement, nous n'allons pas copier. C'est comme ça que Mobutu a nuancé. Il a parlé d'un recours. Il faut théoriser ça. Les Occidentaux ont théorisé. Moi, je me rappelle bien. Au XIIIe siècle, j'ai visité à La Rochelle la mer de La Rochelle, et à l'intérieur j'ai vu en France, j'ai vu une grande maison en pleine mer, et c'était construite au XIIIe siècle. J'étais étonné, moi j'ai dit, mais de quelle manière? On a dit non, le roi Louis XIII était tellement un dictateur féroce, au point où il avait imposé les gens. Et l'espérance de vie à l'époque, c'était 36 ans. Et cette dictature féroce a permis que les gens transportent des moellons, etc., jusqu'à construire en pleine mer, parce qu'ils voulaient cette construction, ça les épargnait avec la guerre récurrente entre les Autrichiens et les Français, etc. C'est que très clairement, la démocratie dont on parle aujourd'hui en France, ce n'est pas la démocratie au XIIIe siècle. Certes, ils ont pris un certain nombre d'éléments, ils ont théorisé et ils ont généré un modèle qui leur permette véritablement de répondre aux situations du contexte. Alors, est-ce que Mobutu, quand il dit ça, non, Mobutu, il avait réfléchi, c'est vrai, pour la révalorisation de nos valeurs traditionnelles, mais c'est aussi vrai qu'il voulait aussi avoir des espaces en s'inspirant, sans donner un autre modèle, mais il pratique, c'est pas toute la vision occidentale, mais il veut mettre dans son architecture institutionnelle un modèle ancestral qui était inadapté par rapport à l'évolution du pays, etc. Et donc pour avoir de l'espace de domination, donc il a dit ces choses-là. Même à l'époque traditionnelle, moi-même j'ai eu à faire des études par rapport à ça, nos chefs étaient là, et chaque fois il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec les chefs. Mais au bout du village, il y avait quand même quelqu'un, il a pris, il s'est construit une case,
Et chaque fois qu'il y avait un problème, le chef, toujours en dehors des notables, il dit allez consulter ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il dit? C'est très important, ça existe véritablement dans notre architecture institutionnelle au niveau de nos villages. Donc, Mobutu s'est inspiré de ça, mais la faiblesse pour Mobutu, c'est qu'il n'a pas généré un modèle. Il a fait des déclarations un peu incantatoires, mais on n'est pas arrivé à donner un schéma opératoire. Et c'est comme ça que, bon, ces idées, bien que bienveillantes, sont restées en cours de route. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec les panafricanistes, on a besoin de travailler davantage pour qu'on arrive à générer un modèle. Un modèle, parce qu'en fait, quand vous regardez l'Afrique subsaharienne, il y a plus de constance que de différence. Alors, après le président Mobutu, il y a eu deux présidents Kabila. Je vais m'appesantir sur le dernier, qui, lors d'une de ses interviews, avait évoqué le fait qu'il avait souhaité une alliance de plusieurs partis et regroupements politiques, qu'il avait conduit finalement à la création du FCC. Et aujourd'hui, il y a une alliance, si on peut le dire, entre le FCC et le CACH. Est-ce que vous voyez cette alliance un peu comme précurseur d'une grande organisation politique comparable, disons-le comme ça, au Parti communiste chinois? Le Parti communiste chinois, c'est différent. Parce que les Chinois, c'est le résultat d'une histoire, d'un cheminement. Ils ont le cœur dans l'ouvrage. Ils sont déterminés à travailler pour leur pays. La preuve, c'est que vous voyez les résultats. Ce qui se passe avec FCC Cash, c'est une alliance qu'on appelle conjoncturelle. Ce n'est pas véritablement d'aller dans une vision qui permette de même montage d'un parti politique qui drainerait tout le monde autour d'un idéal quelconque. Les idéologies sont très proches. Parce que, non, attention, il n'y a pas d'idéologie ici. Je m'excuse beaucoup. Vous allez me dire que la social-démocratie, elle pose la question même à l'élite politique, pour qu'on vous dise très concrètement comment on peut opérationnaliser cette idéologie-là. Non, il n'y a pas un problème de clivage idéologique. Nous sommes dans une situation de clivage d'intérêts. Et les gens se disent, mais comment on peut véritablement maintenir et persévérer dans leurs intérêts? Et si une alliance conjoncturelle peut servir à quelque chose, pourquoi pas? Et donc c'est ce qui s'est arrivé. Mais croyez-moi, même la Constitution voudrait effectivement qu'il y ait une sorte d'alliance gouvernementale. Parce que l'article 169 de notre Constitution souhaiterait que le président de la République soit toujours en concertation avec le Premier ministre dans la définition des politiques publiques. C'est que très clairement, nous sommes différents du modèle français qui parle de plus en plus de la cohabitation à quand des majorités parlementaires bousculées dans l'autre bord. Et donc, le président de la République reste le top manager parce que c'est lui qui est le président du Conseil des ministres. En tant que tel, on a besoin véritablement de construire des synergies gagnantes pour que les choses fonctionnent comme il se doit. Mais le grand problème ici, c'est que il y a des gens qui n'internalisent pas ces réalités. Des gens qui ne croient pas véritablement à ces réalités. Mais des gens qui font ces réalités sous forme de formalité d'usage. Comment nous pouvons traverser une zone de turbulence de manière que nous puissions maintenir nos intérêts. Et c'est là que le problème se pose. C'est là que le problème se pose. Croyez-moi, lorsque je côtoie certains juristes, ils vous disent CACH, FCC n'ont pas mandat parce que ce ne sont pas des personnes, n'ont pas de personnalité civile. Et, comment des personnes qui n'ont pas de personnalité juridique peuvent engager la République? Généralement, on dit quand les prémices sont mal posées, il n'y a pas de conclusion. C'est un peu la situation que nous avons. Et donc, on ne peut pas, c'est vrai que les faits précèdent la loi, c'est possible qu'à partir de cette expérience, on peut arriver véritablement à structurer et à construire les droits par rapport à ça. Mais je dis qu'en fait, c'est plus des alliances conjoncturelles.
Et des alliances conjoncturelles, oui, ça peut aider à raffiner, à rentabiliser notre réflexion, mais ça ne donne pas souvent de résultats parce que c'est guidé par les intérêts des individus, surtout ceux qui véritablement résistent à pouvoir lâcher leurs intérêts personnels. Monsieur Mbayamba, nous allons parler éducation. L'école africaine, telle qu'on la connaît aujourd'hui, dans son contenu et même sa forme, serait une école de désintégration, d'aliénation mentale, une école issue du copier-coller sur le modèle occidental. Si jamais vous étiez, par exemple, nommé ministre de l'Éducation, quelles seraient, d'après vous, les priorités pour l'école africaine en général, mais pour la RDC en particulier, les priorités en toile de fond de la gratuité de l'école primaire et du taux de scolarisation? Bon, ça, tu es dans la logique occidentale, parce qu'on peut bien faire la gratuité, mais il faut savoir quel doit être le contenu. Parce que le problème, c'est résoudre les problèmes, avoir une lucidité, et être lucide pour résoudre les problèmes de société. C'est très important. Et cette lucidité doit être le résultat d'une inspiration. Et une inspiration doit être basée sur un soubassement. C'est très important. Et donc, l'école que nous avons, je crois l'avoir dit, c'est une école inutilement inutile. On peut bien parler français, hein, que bon, c'est pas notre langue. Certes, on est dans un processus de mondialisation, on a toujours besoin de parler comme les autres. Mais écoutez, à quoi sert d'avoir autant de diplômés qui n'ont aucune utilité, qui n'ont aucune valeur ajoutée, aucune plus-value dans la société? L'école que nous avons a un contenu douté. Parce que la géographie, l'histoire, etc., la sociologie, ça, ce qui a été écrit par l'Occident, c'est le modèle occidental. C'est le modèle occidental qui souffre d'un complexe de supériorité et qui nous a dépouillés de notre spiritualité. Nous avons une histoire, nous avons du droit. Aujourd'hui, le professeur Bambassang a écrit un livre sur les droits africains, sur l'économie africaine. Je suis allé à l'Équateur, j'étais consultant à la banque, et j'arrive à Bikoro. Je suis arrivé jusqu'à Itibo, c'est un village. Et alors, parce qu'on était en train de discuter sur les espaces forestiers qui devraient être pris par la société Sodefort. Mais il fallait connaître l'histoire. Et au village, il y avait ce qu'on appelle procureur. Le procureur, comme on voit au niveau du droit moderne. Et on appelait le procureur. Et il a fait référence à une personne spécialisée, essentiellement pour connaître l'histoire, avec toutes les nuances nécessaires. Et il nous a répété comment les choses ont commencé. Les gens sont venus d'où, qui se sont installés, et qui étaient propriétaires de rien, qui sont les ayants droit, comment ils se sont... Procureurs. Tous, nous étions émerveillés de voir une telle intelligence au niveau d'un village. Et je vous assure, panafricaniste, depuis, je me suis dit, mais waouh! Waouh! Comment on peut avoir un homme comme ça? Bon, s'il faut donner la gratuité, l'enseignement c'est bien, mais quel type d'enseignement? L'enseignement bâtardisé? L'enseignement des perroquets? L'enseignement des répétiteurs? Parce que vous m'avez demandé la stratégie. Moi j'ai dit, mais non, il faut interroger. La plupart des églises noires, elles ne sont pas tellement organisées. Mais elles véhiculent des choses incroyables. Et si j'étais, peut-être un jour j'aurais offert une proposition au président de la République. Pourquoi ne pas rassembler tous ces gens? Pourquoi ne pas, au cours d'un colloque, mais pas un colloque de 2 jours, pour qu'on donne véritablement le contenu, pour restaurer notre spiritualité, pour restaurer notre conscience historique, pour restaurer notre identité culturelle. Et c'est de ça que nous allons prendre comme soubassement et inoculer ça comme enseignement qu'il faut donner à nos enfants. Mais pas parce qu'il faut connaître Napoléon ou général de Gaulle pendant la guerre. Oui, on peut attendre ça, on peut bien
s'inspirer véritablement des exemples des autres. Mais nous avons besoin qu'on sache ici qu'il a existé Zingankuvu, il a existé Kibavita, il a existé Kimbangu, il a existé Mwanasemi, Korea Afrique Lobola, Papankous malgré les erreurs de parcours. Parce que ces gens ont apporté des enseignements spécifiques liés véritablement à notre identité culturelle. Et si nous avons des intellectuels qui sont pas des chômeurs cachés, etc., ils peuvent théoriser ça. Parce qu'on ne va pas laisser à l'état zéro. Il faut prendre ces enseignements, les organiser et faire en sorte qu'on puisse les échelonner, n'est-ce pas, dans les différents enseignements primaires, enseignements secondaires, universitaires, etc. C'est comme ça que nous serons connectés avec les puissants de notre environnement. Chers amis, vous savez, les Américains viennent de faire un tour dans l'espace. Ils ont fait plus de 4 milliards de kilomètres. Vous allez me dire que c'est une formule de laboratoire pour arriver à ça. Aujourd'hui, lorsque vous regardez dans l'armée américaine, il y a ce qu'on appelle des mentalistes. Comme nous parlons, ils se concentrent, ils regardent. Et il y a 2 personnes en train d'échanger à Kinshasa dans une petite case. Vous croyez vraiment que c'est une formule de laboratoire? C'est une inspiration. C'est une inspiration. C'est quelqu'un qui est communiqué. Et tant que nous allons faire ça, prendre ça comme un tabou, et quand on nous a amené la religion, tout ça a été considéré véritablement comme du diable. C'est comme diabolique. Et nous avons refusé. Je suis allé à Inongo, j'étais avec un ami français. On a trouvé un prophète qui était en train d'enlever les statuettes, etc., tout ça, partout. Et il m'a dit, mais Norbert, nous, nos aïeux qui étaient ici, qui nous ont colonisés, ont tout pris. Mais comment vous acceptez que des aventuriers comme ça viennent et ils commencent à vous arracher tout votre patrimoine? Vous resterez avec quoi? Mais vous serez toujours dominés. C'est comme ça que vous avez vu les Asiatiques ont refusé. Les Chinois sont eux-mêmes. Les Russes sont eux-mêmes. Aujourd'hui, les Brésiliens sont en train de chercher d'être eux-mêmes. Beaucoup d'autres pays. Et je vois l'Afrique du Sud. Parce qu'il y a une fête même en Afrique du Sud pour parler comme faisaient les ancêtres, danser comme faisaient les ancêtres, manger comme faisaient les ancêtres, des miracles que faisaient les ancêtres. Chez nous, quand vous parlez de miracles, comme je dis là, on me dit non, vous êtes dégoûté. Et même on n'est plus un homme normal. Alors, et c'est justement l'éducation que nous avons reçue, qui est une éducation chrétienne pour nous bloquer, de manière que nous ne soyons pas en connexion avec notre spiritualité. Vous savez que dans les différentes galaxies, il existe des extraterrestres. Chaque race a ses extraterrestres, qui sont des hommes parfaits à 89%, et qui communiquent. Et lorsque vous rompez les communications, donc vous ne pouvez pas véritablement être inspiré. Parce que ce sont ces gens-là qui nous inspirent. Et si on n'est pas en connexion avec eux, vous ne pouvez pas inspirer. L'intelligence humaine ne peut pas dépasser 7%. Et la plupart de ceux que nous avons considérés comme des grands génies, des grands ovnis, des grands extraterrestres, dans le monde que nous vivons, n'ont pas dépassé 7%. Et nous, qui sommes coupés véritablement de nos ancêtres, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Donc, nous avons intérêt aujourd'hui de nous réconcilier avec nos ancêtres. C'est très important. Parce que si nous allons rire comme les Blancs, si nous allons nous habiller comme les Blancs, si nous voulons même utiliser les hydroquinones pour devenir comme les Blancs, nos ancêtres ne seront jamais contents. Personne ne va nous inspirer. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez la force, la puissance américaine, c'est en 1947. Truman a signé un contrat avec les ovnis. Les ancêtres qui viennent chez eux. Il n'y a pas longtemps au Brésil. Et l'extraterrestre est tombé. On l'a soigné. Il a laissé la formule. Donc, au-delà de ce que nous vivons en termes de monde physique, il y a aussi un monde invisible. Et ce sont ces gens qui sont dans le monde invisible qui nous inspirent. Mais nous, on nous a coupés pour nous dire que voilà, demandez-nous. Les parents d'autrui ne peuvent jamais vous donner ce qu'ils peuvent donner à leurs enfants. Et c'est ça notre situation aujourd'hui. Et c'est ça la difficulté qui est la nôtre. Voilà. Alors,
Les élections du 31 décembre 2018 auront consacré un changement de leadership au sommet de l'État. Nous revenons sur quelques points du discours du président Tshilombo Tshisekedi, en commençant par son évocation du recours à l'authenticité d'un de ses prédécesseurs, et surtout, à la clôture de son discours, il a parlé de la Renaissance africaine. Vive la Renaissance africaine, c'était là les termes de clôture de son discours. Pensez-vous que le président Tshilombo Tshisekedi soit sur cette lancée de panafricanisme, de Renaissance africaine? Aucun leader qui peut susciter l'espérance d'un peuple s'il ne considère pas le point ontologique comme étant la boussole de son action. Et lorsque vous voulez véritablement travailler pour que vous puissiez transformer votre espace géographique, vos concitoyens, il faut prendre comme soubassement votre enracinement, votre particularisme. Et Félix Tshisekedi, c'est un panafricaniste. Je le connais. Je sais qu'il s'est toujours inspiré à pouvoir travailler dans cette lancée-là. Certes, comme nous sommes en train de travailler dans le cadre de la nouvelle vision panafricaine, nous allons nous organiser pour que nous puissions véritablement aider davantage notre président, qui est déjà sur cette lancée. Parce que le chef, il a une vision, il présente sa vision, mais il faut l'aider à donner un contenu par rapport à cette vision. Certes, il est rassuré que l'Afrique restaurée, la conscience rétablie, j'allais dire la conscience historique rétablie, qui va aider l'Afrique à avancer. Mais, écoutez, pour que ça avance, il faut un schéma opératoire. Et c'est la responsabilité que nous avons. Il est anormal aujourd'hui de voir que beaucoup d'églises noires, beaucoup de scientifiques qui sont intéressés sur la question, n'ont pas encore conçu des synergies gagnantes pour réfléchir sur l'avenir de l'Afrique. Beaucoup de nos concitoyens, je crois des afro-descendants, je crois que ce soit aux Antilles, que ce soit aux Amériques, etc., sont en train véritablement de travailler par rapport à ça. Nous, on est en train de se mettre debout. Au Cameroun, en tout cas, ils sont là, Bénin, compagnie, etc., l'Afrique. Nous croyons sincèrement que pour les cas qui nous concernent, on va aider le président Tshisekedi Félix. Parce qu'il croit lui-même. Maintenant, quel est le contenu qu'il faut donner? Parce que ces choses que nous parlons là sont des choses taboues. Imaginez-vous que vous parliez des questions, de la remise en question, de la dynamique qui a été mise en place. Au moment où tout le monde se fait chrétien, tout le monde se fait musulman. Et quand vous leur dites, revoyons cet état de choses. Certes, on ne va pas chasser les gens. Même en Chine, Mao Tse-tung avait chassé, mais il y a quand même 20 000 chrétiens qui sont en Chine. Il faut savoir respecter ces gens. Mais au moins, ils ont compris qu'en étant en réconciliation avec leurs ancêtres, ils ont une autre façon de voir les choses, ils ont une capacité d'inspiration, ils peuvent générer véritablement des alternatives et des technologies. Aujourd'hui, les Chinois ont 650 technologies alternatives, contre 450 pour les Américains. Vous imaginez? Aujourd'hui, lorsque vous allez en Chine, on est en train de terminer la pauvreté. 700 millions de personnes, les 5 dernières années, 500 millions sortis de la pauvreté. Ils réfléchissent pour dire, mais comment on peut loger les gens? Ils disent, ah, il y a une technologie. Une maison de 30 étages à 15 jours. Voilà. 30 étages à 15 jours. Et on est en train d'installer les gens, etc., etc. Mais il faut qu'on vous communique, il faut que vous ayez l'oreille qui écoute ce qu'on ne voit pas. Qui sont censés être nos protecteurs dans notre environnement. Et cette connexion spirituelle, nous n'en avons pas. Et l'école qu'on nous a donnée, c'est une école où il y a des... Parce qu'en fait, l'homme, pour le former, il faut qu'il y ait 3 compartiments. Il y a le premier compartiment porte sur la théorie. Hein, la théorie, on vous dit, voilà, il faut fermer la porte quand vous sortez, etc. C'est une théorie. Et la pratique, quand vous le faites. Mais il y a un troisième compartiment, c'est le spirituel. Or, l'école qu'on nous a donnée nous donne les enseignements pour 2 compartiments. La théorie, la pratique, et non le spirituel. Or, c'est le spirituel, c'est l'esprit qui inspire. C'est l'esprit qui donne le contenu.
Et on nous a bloqués par rapport à la spiritualité. Et cela a été considéré comme diabolique. Et ils utilisent la spiritualité. Comment pouvez-vous fabriquer un téléphone ou vous appelez aux États-Unis, etc. C'est pas la sorcellerie. Et alors maintenant, si vous prenez un bâton, j'ai vu les Agnelais. Lorsque il prend un bâton, il appelle quelqu'un, on dit c'est un sorcier. Aujourd'hui, la science est tellement avancée. Vous savez que la sorcellerie, c'est une chasse énorme pour un pays. La sorcellerie positive, on appelle ça la sorcellerie positive. Et cette sorcellerie est très importante. Mais qui peut se déclarer qu'il est sorcier dans notre pays? Tout le monde a peur. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'il y a une religion. Oh, la sorcellerie. Mais tous ces savants-là, Newton est devenu savant à l'âge de 10 ans. Newton. Il a appris où? Mais c'est ce génie-là, cette capacité d'être en communication avec les pères respirateurs de notre environnement. Et on a besoin de tout ça. Mais malheureusement, nous avons failli. Nous sommes en train véritablement de reconstruire notre conscience historique. Nous sommes en train de vouloir, n'est-ce pas, remettre en scène nos valeurs. Vous savez qu'à l'époque de l'Égypte antique, ne peut être pharaon que quelqu'un qui est un avatar, un érudit, un savant. Et dans sa cour, il y avait ce qu'on appelle des prêtres, qui étaient des génies, des ovnis. Oui, donc l'Afrique était tellement avancée que l'Afrique a été, j'allais dire, détruite par les ennemis qui étaient aux environs, comme les Assyriens, les Babyloniens, etc. Peut-être qu'un jour, on va parler de toutes ces questions. Monsieur Yamba, nous vous remercions pour votre disponibilité. En toile de fond, nous aurons retenu l'importance de la spiritualité dont possède l'organisation sociale, l'éducation, les questions de développement, d'avancée économique. Merci. Merci bien. Merci pour tout, parce que il faut vraiment retravailler la religion, il faut retravailler l'école, il faut retravailler la démocratie, il faut retravailler le média, il faut retravailler les écoles exotériques. Les écoles ésotériques, parce qu'on est dans la maçonnerie, on est des Templiers, on est des Maïcariens, etc. Et donc, aujourd'hui, nous sommes assujettis comme des bébés sous la spiritualité des autres. Et quand vous êtes, par exemple, à l'Est, il y a le Kimirikiti, ça c'est chez les Régas. Et donc, chaque espace chez nous, on a des écoles initiatiques. Mais pourquoi seulement maçon, pourquoi seulement templier, pourquoi seulement chrétien, etc. Et on est auréolé d'un prestige. Or, oubliant que ce sont des écoles d'assujettissement, des écoles de domination. Quand on vous arrache votre spiritualité, vous n'avez plus les réflexes, vous n'avez plus l'intuition pour se contrôler. Et ça va contrôler votre environnement. C'est très important. Et donc, sincèrement, on a besoin, quand on y travaille, dans le cadre de la nouvelle vision panafricaine, on va beaucoup travailler pour qu'on rassemble les esprits, qu'on essaie de voir un peu si on ne peut pas donner un contenu. J'ai suivi Patrice Talon, le président Bénédiois, a donné déjà un espace. Le moment viendra où nous allons faire, comme on fait à la Mecque, comment on fait de pèlerinage. On nous a donné déjà un espace. Il y a Bombasson qui est responsabilisé aujourd'hui pour organiser avec d'autres, etc. Et le moment venu, on va commencer le pèlerinage de la race noire. Et nous allons aussi être en connexion avec nos ancêtres. Parce que c'est trop, c'est trop. J'ai entendu même des églises de réveil, en fait, qui sont des églises chrétiennes. Ils disent, la coutume, c'est la sorcellerie. Mais dis, mais écoute, tout ce que nous voyons, ce que fait l'Occident, c'est la coutume. C'est leur pratique, ce sont les usages qui sont les siens. Et nous, on dit la sorcellerie, mais il y a une sorcellerie importante. Regardez, regardez. Quand, par exemple, vous avez l'aigle, j'ai vu les Américains, ils viennent de fabriquer un avion. Ils regardent l'aigle, etc. Et puis bon, ils montent un avion. Ils ont fabriqué un autre avion en regardant, par exemple, le serpent volant. Et alors, maintenant, regardez comment nos sorciers, ils quittent chez toi dès 3000 km, ils vont en Europe, ils rentrent. Quelle vitesse! Vous voyez quelle vitesse de croisière? Alors maintenant, si on pouvait fabriquer un avion avec ça, mais il ne peut pas se déclarer simplement parce qu'on lui a dit que vous êtes diable. Et quand nous, on croit que c'est effectivement un diable, et ce moment-là, qui présente sa théorie à l'extérieur, on va dire, écoutez, bon, ce monsieur-là, il est dangereux. Voilà. Ce sera peut-être là vos mots de la fin, peut-être lors d'une prochaine émission où vous nous apporterez des preuves de déplacement de sorciers à 3000 km.
Chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre attention. C'était là votre émission Afro Lumière qui a eu le privilège d'aller à la rencontre de Monsieur Yamba Yamba, grand panafricaniste. Nous vous remercions.